bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. Tout d'abord, bonjour et puis merci de nous recevoir dans ton podcast. On est super heureux de pouvoir échanger avec tout le monde et avec toi. Donc, je suis Eliane et j'ai 38 ans et j'ai un métier d'infirmière que je ne pratique plus depuis 8 ans maintenant. Et voilà, de ma petite vie. Et donc moi c'est Patrice, donc 49 ans, donc marié à Eliane. Et voilà, donc, et comptable de formation. Ok. Donc je déroule en fait mes questions un peu rituelles pour chacun des podcasts que je fais. C'est la première fois sur un bateau pour chacun d'entre vous. C'était à quel âge? C'était où? Combien de temps ça a duré? Eliane? Alors, la première fois sur un bateau, c'était donc sur le lac Léman. Mon papa a acquis en fait un voilier de 12 mètres, un voilier suédois, un quillard. Et c'est là où j'ai commencé à naviguer. Et après, en fait, j'ai rencontré Patrice et de là, j'ai poursuivi en fait la voile en fait. Et c'était à quel âge pour toi, Eliane, ce voilier sur le lac Léman? C'était jeune et pas jeune. J'avais à peu près 17 ans. Si je me trompe pas. Ah oui, d'accord. C'était plutôt tard, alors, du coup, pour le coup. D'accord. Et donc, Patrice? Moi c'était vers 4 ans, donc en optimiste, donc en Bourgogne. Mon grand-père avait initié mon père à la voile en dériveur, et puis sur un 420, et puis moi j'ai commencé vers 4-5 ans à faire de l'optimiste, à faire des régates en optimiste. D'accord. Et comment ça s'est poursuivi du coup? Ça a été le parcours un peu classique, optimiste, après les petits hobbycats, ou comment ça s'est passé pour Non, toi? dériveur en fait, dériveur, donc Dériveur. en classe des 5, donc on a fait de la compétition au niveau européen, donc j'ai été champion de France, vice-champion de France, puis après compétition au niveau européen, et puis toutes nos vacances, tous nos week-ends, on les passait à faire de la voile et à faire de la compétition en fait. D'accord. Ah oui, donc Jusqu'à ce que finalement je quitte le foyer familial, et puis après j'ai fait des stages au Glénan pour apprendre à être chef de bord, pour pouvoir emmener mes amis et louer des bateaux plutôt en Méditerranée. Et puis voilà, puis ensuite de la course au large avec la Mini Transat, en 2 saisons de Mini Transat, et puis la Mini Transat en 2005. D'accord. Ok. La Mini Transat, du coup, c'était un projet solo. Enfin, je veux dire solo dans le sens, tu l'as monté avec une équipe. Comment ça s'est passé? Alors, je l'ai monté seul, et puis après, je me suis entouré de différentes personnes, et puis j'ai cherché des sponsors, des partenaires, et puis j'ai monté mon projet comme ça. J'ai pris 9 mois sabbatiques pour faire toutes les courses du calendrier l'année de la Mini Transat. Et puis avec Eliane, on s'était rencontrés juste l'année et même quelques jours avant que j'aille acheter mon Mini en 2003. C'est là où on s'est rencontrés, et puis elle a participé après à des courses avec moi, et on a fait la Mini ensemble, puisqu'elle a fait sur un bateau accompagnateur, sur un classe 40, 40 pieds, en équipage, parce qu'il y a un bateau accompagnateur 12 partants, donc elle a fait la Transat en même temps que moi en 2005. J'étais pas seule. Elle était pas seule. Donc c'est on va dire une rencontre grâce à la voile, alors, pour vous deux. Alors on s'est rencontrés grâce à la voile et au voyage. Voilà, et au voyage, puisque moi j'avais un projet après la mi-transat de faire un tour du monde à la voile, et puis quand on s'est rencontrés, il lui dit je cherche quelqu'un si jamais si ça t'intéresse de faire un tour du monde à la voile, banco. J'ai dit ok, ouais, ça m'intéresse. Et voilà, donc même pas 10 jours après, j'allais acheter mon Mini, et puis c'est comme ça qu'on a commencé à faire de la voile ensemble et à poursuivre notre chemin.
Donc quand même une grosse expérience de ton côté, Patrice, en termes de voile, depuis ton plus jeune âge jusqu'à la Mini Transat, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Puis après, on a poursuivi puisque le projet de Tour du Monde s'est transformé en un Tour de l'Atlantique pendant une année, donc en 2009-2010. Donc on avait acheté 3 ans avant un dériveur en aluminium, un Maracuja chez Garcia. Et puis on est parti, une année, on a fait 12 000 milles de transat, donc aller-retour. Et puis on a D'accord. parcouru toutes les Caraïbes pendant une année, en Oh. 2009-2010. Et c'est là où on s'est Et dit ça- qu'on allait repartir avec nos enfants, en fait. En Un famille. jour, parce qu'on n'en Un avait jour, pas à on l'époque. savait pas quand, mais on a Ça a eu ce été la projet, ouais. confirmation. C'était la bonne aventure. Et donc, Eliane, toi, t'étais infirmière déjà quand vous vous êtes rencontrés, ou comment Oui, ça s'est j'étais passé? infirmière, exactement, ouais, j'étais Enfin, infirmière. t'étais en études. Ah ouais. Bah oui, parce qu'elle a fini elle a passé Oui, j'étais en en avance ses examens pour pouvoir partir pour la Ouais. Mini Transat. D'accord. Elle a demandé une Parce que là, dérogation c'était pour passer en avance ses examens. Ok. Du coup, il y avait donc 2003, c'était la Mini Transat, et donc 2010, Non, en 2005, fait, d'accord. 2003, le début du projet de Mini et notre rencontre. et notre rencontre. 2005, la Mini Transat. 2009-2010, le Tour de Le l'Atlantique. Tour de l'Atlantique. Ok. Ouais, donc là, une vie déjà quand même très autour de la voile, hein. La voile Sacré et le projet. voyage, la découverte et la plongée Ouais. sous-marine aussi, puisqu'on on plonge également, donc ça fait partie Ok. aussi. Milieu de la mer, ouais. Ouais, la mer. Très attaché à la mer. J'avais une question sur la voile habitable, mais tu as déjà répondu, hein, puisque tu parlais des Glénans, tu as fait des stages au Glénan. Et est-ce que Eliane aussi a fait ce type de formation, ou c'était juste Alors, grâce à toi, avec toi? j'ai pas fait de stage, par contre j'ai fait, comme en fait je suis suissesse, j'ai fait donc avec le Cruising Club Suisse, j'ai fait mon permis mer, enfin j'ai fait toute la théorie et puis j'ai pas été très maligne sur ce coup-là, j'ai pas validé mes 1000 en fait. Alors qu'elle les avait. Et voilà, mais c'était une formation dans le sens où voilà très théorique où voilà j'ai appris les courants, tout. C'est l'équivalent de l'auturier chez nous. Mais alors, c'est un permis voile en Suisse, parce que je sais qu'au Luxembourg, en Belgique, ça existe. En France, a priori, c'est pas requis. Ouais. En fait, il y a le permis voile lac et après il y a le permis voile mer. Donc en fait, pour faire le mer, t'es obligé d'avoir le lac. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, je suis passé au permis mer. Ça, c'est vrai que moi, avant de venir ici aux États-Unis, je suis français, mais j'ai habité longtemps au Luxembourg où j'ai travaillé. Et il y a un permis pour la voile au Luxembourg, en fait, comme d'ailleurs en Belgique. Et c'est vrai qu'en France, je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi, Patrice, du fait qu'ils demandent pas de permis voile en France. Parce que ils considèrent, je crois, que si tu sais maîtriser un voilier, bon voilà, c'est bon. Mais je sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses, parce que pour moi, la navigation côtière, avec tout le code maritime lié à la navigation côtière, il est quand même important. J'avoue que je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas ce permis voile. Ouais, ça peut paraître surprenant. Après, c'est la responsabilité de tout à chacun de se former et d'apprendre pour avoir un bateau, quoi. Je pense pas qu'il y ait plus de fortune de mer en France que dans d'autres pays, proportionnellement au nombre de personnes qui pratiquent la voile. Donc, je sais pas. En tout cas, après, c'est la responsabilité de chacun. Moi, je me suis formé, parce que j'avais envie, j'avais besoin, et puis ça me paraissait un passage obligé pour pouvoir emmener en toute sécurité, enfin, en tout cas, avec un maximum de sécurité, des amis sur des croisières. Donc, puis ça m'a servi plus tard pour la Mini, pour d'autres choses. Donc. Ok. Donc plutôt position de dire c'est plutôt la responsabilité de chacun de faire en sorte de savoir maîtriser un bateau. Okay. C'est une question qui me trotte souvent dans la tête, c'est de savoir est-ce que qu'est-ce que pensent les gens du fait qu'il n'y ait pas de permis voile en France. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est hyper étonnant, et même du point de vue des assurances, moi je trouve surprenant effectivement que. Bah oui, quand tu loues un voilier, en fait, t'es obligé de présenter ton CV nautique, mais bon, à la limite, après, en général, quand tu prends en main le bateau, ils vont tout de suite voir si t'es en mesure ils vont tout de suite voir si tu maîtrises ou pas l'histoire. Tout à fait, mais après, tu peux acheter un bateau puis partir sans aucune expérience. D'ailleurs, on rencontre des gens qui n'ont aucune expérience et qui ont acheté un bateau et puis qui sont partis, quoi. Si on voyage.
Ok. Du coup, je voulais on va tout de suite arriver à la genèse de ce projet que vous avez appelé Tous différents, tous des rêves. Est-ce que vous pouvez donc me parler de la genèse de ce projet? En fait, une genèse un petit peu complexe quand même. Euh, donc on a eu, quand on a fait notre tour de l'Atlantique, on s'est toujours dit que on repartirait avec nos enfants. Alors on n'avait pas de date, on savait pas trop. Et, euh, et c'est vrai que donc Patrice était très investi dans son métier, donc c'était pas forcément le bon moment pour nous de partir. Et en plus donc on a eu le diagnostic de notre fils aîné, diagnostic d'autisme. Et donc de là, en fait, on s'est dit c'est fini, on va jamais partir, il faut qu'on fasse le deuil de nos envies, de notre rêve. Parce que aussi peut-être dire que les thérapeutes qui nous ont accompagnés à ce moment-là nous disaient que certains nous disaient que il faut entre guillemets mettre le paquet quand ils sont jeunes parce que le cerveau est plus malléable et il faut faire beaucoup de thérapie à ce moment-là, et donc ils nous ont dit c'est pas le moment de partir, quoi. Donc on a fait une croix sur le projet. Voilà, on essayait de trouver en fait un peu comment pouvoir trouver un équilibre dans tout ça. Et en fait, notre couple c'était très très difficile. La vie en fait familiale aussi, l'équilibre c'était vraiment catastrophique. Il y avait des tensions énormes. On vivait, comme tu dis, on vivait, on mangeait, on dormait autisme. Et à bout d'un moment, on a eu un déclic où je me souviens encore, on attendait un rendez-vous, des multiples rendez-vous qu'on avait chaque semaine. Donc on attendait devant cette porte de rendez-vous. Puis à un bout d'un moment, j'ai dit à Patrice, mais pourquoi on n'essaye pas en fin de compte? Enfin, là, on est en train de partir, on est en train de s'effondrer. Je crois, petite parenthèse, heureusement qu'on avait fait une année ensemble en Wallis parce qu'on se connaît du coup beaucoup mieux. On a appris à se connaître et ça nous a aidé en fait à être plus forts. Et on s'est dit mais pourquoi on essaie pas? En fin de compte, on est bien dans le voyage, on est bien, on est bien là-dedans. Donc si nous on est bien, on va être mieux avec nos enfants et on aura peut-être plus aussi de motivation à partager avec eux. On a appris à se connaître sur une année, plus, donc on s'est dit tiens, on va pouvoir apprendre à se connaître davantage, à apprendre à connaître notre fils davantage. Pour notre fille aussi, c'était super important parce que en fin de compte, on n'avait plus du tout d'équilibre, tout tournait autour de notre enfant autiste. Notre fille, elle était un peu pas délaissée parce qu'on essayait de garder un équilibre tant bien que mal. Et on s'est dit ça va être aussi bénéfique pour elle de pouvoir que tout le monde soit à niveau et c'est là où est parti. En fait, on a remis le projet en route. On l'a mis en route et on a adapté et c'est là où on s'est dit ok, on part, mais pourquoi pas, l'autisme est encore mal connu en France, en Suisse, en Europe, et on voit beaucoup de facettes de l'autisme, où les personnes qui sont plutôt dans un coin en train de se faire peut-être du mal, de crier. Sinon l'autre extrême, c'est plutôt plus dans le génie où il va compter des petites allumettes par terre en quelques secondes. Et il y a tout un panel entre deux. On dit que il y a pour une personne, il y a une forme d'autisme. C'est pour ça qu'on appelle ça le spectre en fait du trouble autistique. C'est tellement vaste que chaque autiste est différent. Donc en fait, des degrés de sévérité quand même ou c'est oui. Mais après il y a différents points pour pouvoir être diagnostiqué autiste et après il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés dans un certain domaine et d'autres dans d'autres domaines. Donc c'est ce qui fait en fait la singularité de chaque personne. D'accord. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas sensibiliser aussi à l'autisme dans notre voyage, de prendre ça avec nous. Et c'est de là qu'est parti en fait tous différents, tous des rêves. Et aller voir aussi dans d'autres pays finalement ce qui se fait en matière d'autisme. Est-ce que les diagnostics se font de la même manière qu'en Europe? Est-ce que l'accompagnement est fait de la même manière? Enfin voilà, c'est découvrir un petit peu ce qui se fait ailleurs.
pour pouvoir s'enrichir aussi de ça. Puis après, c'est Et aussi, alors, oui. c'est aussi de se dire qu'en fait, oui, il y a des différences, mais c'est des personnes qui ont des besoins, des envies, des rêves aussi, et c'est aussi de montrer voilà que c'est possible pour tout le monde et que surtout faut pas oublier ses rêves. Alors oui, dans certaines situations c'est très compliqué, mais je pense on peut toujours adapter un petit peu et voilà, ce sera pas 100% du rêve, mais ça peut être un 2%, et c'est toujours ça de plus en fait. C'est pour le bien-être de l'enfant ou des personnes autistes, c'est super important. Et c'est un peu ce qu'on s'est dit aussi en partant. On s'est dit, si ça se trouve, ça va durer 3 mois, 6 mois, parce qu'on se rendra compte que c'est peut-être pas ce qu'on recherchait, ça correspond pas peut-être à ce qu'on imaginait, ça lui correspond pas non plus, donc on était prêt à arrêter aussi au bout de 6 mois. Et finalement, là, au bout d'1 an et demi, ça se passe très bien, et du coup, et du coup, on continue. Mieux que vous pensiez. Alors, parce que vous me disiez, les thérapeutes ne recommandaient pas, ou ils disaient que c'était important que vous soyez entouré les premières années. Mais alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait suivre des thérapies, ou vous étiez pas en mesure, vous, de faire ce travail-là? C'est quand même c'est très complexe en fait, et chacun a son domaine, hein. Donc ça peut être de l'orthophonie, ça peut être un psychologue pour voir au niveau des comportements, ça peut être de l'ergothérapie, ça peut être de la thérapie à cheval, ça peut être de la psychomotricité. Enfin, c'est assez. C'est assez vaste, c'est beaucoup de choses, et puis aussi pour nous, hein. Dans l'objectif de l'éveiller, pour accompagner le couple, pour accompagner les parents, pour se faire expliquer le comportement et les tenants et les aboutissants du comportement, et surtout donner des clés, des outils en fait, des outils pratiques à mettre en place, et ça, c'est vrai que ça nous a énormément aidé, hein. On regrette pas du tout d'avoir fait toute cette phase-là avant de partir, parce qu'on a beaucoup appris sur le mode de fonctionnement de notre fils. Après, voilà, en tant que personne autiste, c'est vrai que on n'a pas forcément les codes sociaux. C'est pas inné en fait, tout est appris. Donc c'est aussi ça, à aider pour que la personne en fait puisse se débrouiller dans la société actuelle en fait, qui est difficilement inclusive. Voilà, il y a beaucoup de préjugés. Ça va être un enfant mal élevé, alors non, c'est pas forcément. Il crie, non, il a reçu une goutte d'eau sur lui. C'est comme s'il recevait des aiguilles en fait. Il y a aussi beaucoup de problèmes de sensoriels. Donc c'est très complexe, et oui, je pense que c'est important de faire changer le regard des autres. Et tu penses que ton expérience d'infirmière est un avantage dans ce contexte-là? Je pense qu'il y a peut-être au niveau de l'inclusion, peut-être. Après, au niveau, je pense que ça m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait, on a le diagnostic, mais après on est paumé en fait, et on n'a pas forcément de l'aide. C'est pas une personne qui va te nous prendre en charge, la famille, et puis dire tiens, on va prendre un rendez-vous là, on va prendre un rendez-vous là, on va prendre un rendez-vous là. Donc en fait, c'est un peu les parents qui sont les chefs d'orchestre encore actuellement, et ce qui rend aussi injuste, parce qu'il y a des personnes qui ont pas forcément qui sont étrangers dans le pays, ou qui ont on a tous des degrés moi je suis infirmière, donc ça m'a aidé un peu. Quelqu'un qui est comptable, c'est plus compliqué. Donc il y a des inégalités aussi, et c'est vrai, quand on a eu le diagnostic, on s'est retrouvé dans la rue, et puis on s'est regardé, mais on fait quoi maintenant, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il se passe quoi? Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup de handicaps ou de maladies, hein, parce que l'autisme n'est pas une maladie. C'est important de le dire, parce qu'on souvent on le croit. On guérit pas en fait de l'autisme. C'est pas une maladie, on peut pas guérir. On est autiste. Vous parlez de handicap alors au lieu de maladie, c'est ça? Alors après il y a beaucoup de controverses, parce que après les adultes aussi ne le voient pas, les adultes autistes ne le voient pas comme forcément un handicap. Après, c'est plutôt si on était dans une société qui était
en majorité de neuroatypiques, comme on dit, ben, ce serait plus un handicap, en fin de compte. Ce serait les neurotypiques qui seraient dans un handicap. Donc voilà, il y a pas mal de controverses par rapport à ça, mais actuellement, il me semble que dans la loi, c'est un handicap, oui. Bon. En tout cas, c'est pas une maladie. Voilà. D'accord. Non, mais c'est intéressant, neuroatypique, neurotypique. Donc, c'est comme ça que vous voulez. Et du coup, vos expériences, là, parce que vous avez déjà fait un certain nombre de pays depuis que vous êtes parti, est-ce que, vous avez, je crois, là, vous avez un dernier post que j'ai vu sur vos réseaux sociaux, c'est que vous avez rencontré une famille, à Panama, c'est ça, qui a aussi un enfant, autiste. Est-ce que, justement, vous me parliez que c'était important pour vous de découvrir comment l'autisme se passe dans d'autres pays, comment il est géré, etc. Vous pouvez nous en dire un peu plus là? Ouais, alors c'est marrant parce on vient de faire une FAQ là sur notre chaîne YouTube, une réponse aux questions, et on disait justement qu'on était un peu frustrés parce que ça nous demande beaucoup de temps en fait de faire les réseaux sociaux, une chaîne YouTube, des articles de blog, nos enfants parce que ça reste quand même la priorité. Et on est un peu frustré de pas pouvoir justement partir plus à la découverte de la différence humaine par rapport à l'autisme. Et là en fait c'était assez chouette, c'était un hasard, on se promenait et en fait il y a un enfant qui se met devant moi et il me dit hola, donc je dis hola, et en fait il répète et c'est très on appelle ça de l'écolalie en fait, donc il répète ce que tu dis et c'est très typique en fait dans l'autisme. Et après voilà, j'ai senti des petites spécificités liées à l'autisme, et après la maman elle est intervenue puis elle dit il est autiste. Et voilà, on a créé, on a discuté, et puis c'est là où on s'est dit tiens, on va en profiter. Patrice me dit vas-y, tu demandes l'interview. Et on a fait un petit échange, une petite interview, et c'était chouette. Très enrichissant. Alors on n'a pas encore, c'était compliqué parce que c'est ça aussi, il y a le barrière de la barrière de la langue. La langue. On parle pas espagnol, enfin, un poquito. Alors on a pu bien échanger, mais on attend encore à avoir de tous les détails de cette interview. Mais c'était très enrichissant. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Et est-ce qu'il y a beaucoup de différences dans la gestion de l'autisme? Vous avez pu constater ça? C'est très différent. Il y a des choses que vous prendriez ou prendrez peut-être, je sais pas. De tout ce qu'on a discuté avec elle, après c'est quand même assez similaire à ce qu'on a vécu nous en tant que parents. Et les difficultés qu'elle ressent, les difficultés qu'elle a rencontrées, on a rencontré les mêmes. La difficulté dans le diagnostic, la difficulté de se faire accompagner, la difficulté du manque d'accompagnants, la difficulté de compréhension des autres personnes par rapport à l'autisme. Donc on a retrouvé l'inclusion aussi, de l'inclusion aussi. On a retrouvé beaucoup de similitudes en fait. D'accord. Après, on n'a pas poussé plus dans les thérapies et tout ça, mais c'était plus, on est plus axé vision de la population, ressenti des parents. Et est-ce que c'était la première rencontre que vous faisiez autour de l'autisme en dehors de... Alors, au niveau des personnes qui habitent localement, oui. En revanche, au niveau des bateaux copains ou d'autres navigateurs, on a rencontré d'autres familles qui une première famille au départ au départ de notre voyage, qui ont pas forcément de diagnostic, mais parce que ils sont partis avant, et puis je suis pas sûre qu'ils voulaient, je sais pas, mais voilà. En tout cas, voilà, qui aide plutôt dans la neuroatypie. Et d'ailleurs, pour eux, ça fonctionne aussi super bien, de sortir de cette anxiété un peu sociale. Et après, on a rencontré un autre bateau aux Antilles où justement on a pu échanger parce qu'ils avaient des difficultés au départ, ils sont partis, c'était très compliqué. Ils avaient encore pas de diagnostic, les outils, ils avaient pas les outils en fait, ils étaient pas armés pour ça, et du coup ils ont arrêté leur projet, ils sont repartis en France, et donc maintenant ils ont pu avoir un diagnostic. Donc on était heureux de pouvoir échanger avec eux, peut-être je sais pas si on les a aidés, mais en tout cas en tant que parents d'échanger, ça fait du bien. Et ils ont toujours leur projet en tête, mais ils attendent d'être bien armés pour pouvoir repartir.
D'accord. Donc votre message de voyage sur un voilier, parce que c'est quand même particulier, avec une personne neuroatypique, c'est quelque chose qui pose, enfin qui est possible. Donc ça peut donner espoir. Et donc quelque part on ouvre un peu le. Vas-y. Oui, alors c'est pas forcément de le faire en voilier, hein. Nous, bah voilà, nous Oui. on aime ça, mais c'est surtout de vivre ses rêves et de laisser ou d'accompagner la personne autiste pour réaliser ses rêves. Ça peut être je sais pas moi, de monter la Tour Eiffel, ça peut être d'aller, je sais pas, de nager avec des dauphins, ça peut être je sais pas moi, de gravir une petite montagne. Enfin voilà, c'est un rêve. Ça peut être de monter sur un tractopelle, j'en sais rien. Et d'accompagner la personne pour qu'elle puisse réaliser ses rêves. Mais par rapport à la question voile, c'est quand même, je ne verrais pas toutes les personnes autistes sur un voilier. Il y a beaucoup des fois de spontanéité au niveau du danger. Ils voient pas forcément le danger, donc il y a quand même voilà. Moi je mets il faut essayer, il faut sentir son enfant, voir qu'on sait, enfin on apprend à connaître son enfant. Voilà, c'est quand même particulier. Il y a l'eau à côté, faut quand même qu'il sache nager. Il y a beaucoup de sensoriel en fait. Il y a beaucoup de bruit sur un bateau. Donc, c'est usant quand même. Je pense qu'il fatigue, quand même un petit peu. C'est pour ça qu'on a été aussi à Santa Marta. On a été dans les terres, ça fait du bien. Parce qu'il y a toujours du bruit sur un bateau. Enfin, c'est ouais. Mais alors ouais, dans ce que je voulais dire, c'est les exemples que tu me dis, monter la Tour Eiffel, aller sur un tractopelle, c'est des choses que tu fais et voilà, que ça a un temps très limité. Là, vous êtes parti sur un long cours, une long terme. Ça veut dire que on pourrait dire, si je veux partir en camping-car, faire le tour du monde, voilà, c'est pas quelque chose d'impossible avec une personne autiste. On n'est pas coincé chez soi avec devoir suivre des thérapies. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Ça dépend de chaque personne. Après, nous, on continue à se faire accompagner. On a besoin, on a des personnes à disposition. On a gardé notre réseau, notre réseau de thérapeutes et gentiment ils nous ont dit qu'on pouvait les contacter en cas de besoin et c'est ce qu'on a fait régulièrement depuis qu'on est parti. Après, il y a des moments c'est pas pour toutes les personnes, c'est un accompagnement qui sera à vie en fait. Ça peut être des laps de temps ou des moments, voilà, par exemple l'adolescence, on sait que c'est déjà compliqué pour un enfant typique, atypique, c'est encore un peu plus compliqué. Donc on sait qu'il y a des phases où on aura besoin de plus de personnes d'autres. Après, c'est vrai que des fois qu'on a des soucis, on va demander de l'aide. Mais sachant qu'un des grands objectifs de nos voyages, c'est de comprendre le mode de fonctionnement de nos enfants et pour pouvoir les accompagner au mieux, puisque finalement ce sont les parents qui connaissent le mieux leurs enfants. Les thérapeutes ils nous donnent des clés, des outils, mais ce sont les parents qui les connaissent le mieux. Donc ce sont les parents qui peuvent les accompagner au mieux durant toute leur vie. Donc c'est un des grands objectifs du voyage. Moi, j'ai pas encore trouvé toutes les clés. Et après, c'est aussi ça va être aussi compliqué pour une famille sans enfants avec des particularités, parce que après Camille, on sait pas, mais c'est vrai que notre fille, là, on rencontre quelques problèmes où elle est très désorganisée, la concentration, c'est très compliqué. Donc on essaye de trouver des clés, mais c'est pas facile, Alors nous, on a des aides déjà, donc c'est plus facile, mais je pense que quand tu pars en voyage en voilier avec des enfants, c'est à prendre en compte qu'à un certain moment, ça peut moi j'ai 3 enfants. J'ai de la chance qu'ils sont ils ont pas de problème comme celui de l'autisme, mais c'est vrai qu'on apprend. Ça change chaque année quelque part. C'est sûr. Voilà, on n'a jamais de solution clé. C'est, je pense, le métier le plus difficile, c'est celui de parent. Donc, ouais. Et donc vous arrivez à être suivi, à avoir des rendez-vous avec les thérapeutes. J'imagine que ça se fait en ligne comme on le fait en ce moment. Vous faites des vidéoconférences avec eux ou des choses comme ça. Oui, ça peut être comme ça, soit des échanges WhatsApp, des échanges par email. Mais franchement, il y a assez peu. Ça va. Ouais. Ok. Est-ce que vous voulez on pourra y revenir à la fin, mais un autre message à faire passer sur l'autisme, le voyage.
c'est vrai que même quand tu mets des mots clés sur internet ou comme ça, il y a très peu de choses qui se font en fait sur l'autisme et sur le voyage et je trouve ça non ouais, je trouve ça peut-être dommage ou parce que je pense que si la société est un peu plus prête, ce serait je pense plus facile et il faut essayer, je pense qu'il faut se donner les moyens pour essayer de le faire. Ouais, Ok. Bon, alors je vais parce que le podcast c'est aussi autour de la voile et des voiliers. C'est de venir sur le choix et l'achat du bateau. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Parce que c'est un catamaran, je crois. Donc vous avez fait le choix du catamaran. Alors expliquez-moi un peu. Ouais, alors catamaran, donc nous on était plutôt monocoque jusqu'à présent, on a toujours navigué en monocoque, on n'avait jamais fait de catamaran sauf une fois, on était monté comme ça dessus, mais on s'est dit avec les enfants en termes d'espace de vie, puisqu'on passe 90% de son temps quand même au mouillage, en termes d'espace de vie et de mouvement aussi au mouillage, on s'est dit, et puis lié aux particularités aussi de notre enfance, ça serait quand même mieux d'avoir un catamaran. Voilà. Après, on voulait un catamaran qui se rapproche d'un monocoque en termes de voile. Donc voilà. Donc on était plutôt axé sur deux marques, si on peut les citer. C'est Outremer et puis Katana. Voilà. Donc avec un budget très serré et pas très élevé. Donc du coup, on se rabattait sur le monocoque. Ouais, on a failli se rabattre sur les monocoques puisqu'on trouvait pas dans notre budget un catamaran dans ces deux marques. Et puis finalement, on est tombé sur une annonce avec un vieux Katana refité et il a 28 ans. De 94. Ouais, de 94 et donc voilà, donc on a dit banco, c'est celui-là quoi. Et donc alors, on a été Katana, le voir. Oui. Tu peux juste Katana dire 411, ouais. Tu dis ça se rapproche du monocoque en termes de voile, c'est ça? C'est ça que j'ai compris? Oui, puisque en tout cas, c'est marin, ça a des dérives, donc ça remonte mieux au vent. Près, voilà, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est un bateau, voilà, c'est un bateau un peu plus marin que certaines autres marques, on va dire, qui se rapprochent plus pour nous je sais pas. Un peu plus profilé, un peu plus. Voilà, un peu plus. D'accord, ok. D'accord, pour être sûr d'avoir bien compris. Et du coup, vous l'avez trouvé sur Internet. Comment s'est passé l'achat de ce bateau? Je crois que c'était dans un magazine. Dans un magazine, ouais. Ouais. Okay. Bon, l'annonce, elle payait pas de mine. Hein. Ouais, Katana 411 en refit, voilà. Il n'y a pas grand-chose visible dans le sud de la France. Voilà. Donc, et puis, banco, donc on a laissé nos enfants, on a fait un aller-retour en 24 heures et on a été voir le bateau qui était dans son jus. Donc, complètement désossé, il n'y avait plus rien. Il était vide. Ah oui, en fait. ok. Enfin, il y avait quand même les meubles, hein. Ouais, il y avait un peu de mobilier, mais pas grand-chose, quoi. Mm-hmm. Et puis on s'est dit, non, en fait, on s'attendait à avoir un bateau très sombre, puisque 94, on s'est dit, voilà, à l'époque, ça se faisait plutôt du bois sombre et autres, et non, il était très clair, il était propre, il était. Et puis le refit qui était prévu était intéressant, et voilà, on s'est dit, banco, c'est celui-là, quoi. Donc on a pris la décision le jour même de l'acheter. Donc il était dans votre budget a priori, puisque vous avez. Oui, dans le budget, ouais, parfaitement dans le budget, exactement le budget qu'on avait. D'accord. Donc du coup, il était en phase d'être refit. Donc vous avez dû attendre. Alors combien de temps pour pouvoir le naviguer? En fait, on n'était pas pressés, donc on leur a dit c'est bon, on a le temps. On voulait pas en fait l'avoir trop tôt parce qu'après, c'est de l'entretien, faut faire des allers-retours. On était à 500 km. Ouais. Donc 600. Bref, voilà, c'est des allers-retours, ça a des coûts supplémentaires. Donc on a dit pour Pâques, ça nous va bien. Ok, pour Pâques. Et puis là-bas, vous l'avez visité à quelle période? En septembre. En septembre. En septembre, et on a prévu de l'avoir pour Pâques l'année d'après. Non, c'était en septembre. Parce qu'après on a été donc, en juin, je pense. 8 mois à peu près. 8 mois avant de l'avoir. Okay. Ouais. Et puis après, après il y a eu l'histoire du Covid, le confinement, machin, et puis les problèmes de retard de livraison. Voilà, on a eu d'autres soucis. Des petits soucis avec le chantier, mais voilà.
D'accord, Au donc final, c'était dans un chantier, c'était pas un particulier qui était en train de le refaire. Non, ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas avec le chantier, c'était avec le revendeur. Ouais, un broker. Un broker. Un broker. Ok. Ouais. Ok. Et alors moi j'ai eu ce matin une interview et c'était avec un expert et l'expert me disait qu'il recommandait de passer par un broker parce que normalement il y a plus de garanties et puis l'administratif c'est plus simple. Mais est-ce que vous avez une expertise ou est-ce que vous avez demandé une expertise? Comment ça s'est passé de votre côté? On a demandé une expertise, mais bon après. Ouais, c'est une histoire un peu complexe. Ouais, c'est une histoire un peu compliquée. Mais voilà, on a demandé l'expertise, une première, mais en fait, elle servait à rien parce que le bateau était toujours à l'état. C'était plus un inventaire de tout ce qui restait à faire. Voilà. D'accord. Un peu cher l'inventaire quand même. Ouais. Et après, du coup, il est revenu 2 fois, je crois. Ouais, 2 fois. Donc au tout, il est passé 3 fois sur le bateau. D'accord. Et il vous a signé comme quoi vous pouviez partir. Ouais. Oui. Ouais. Et après, on a eu besoin de cette expertise pour l'assurance. Oui, certaines assurances demandent l'expertise en retour. Donc, oui. C'est ce qu'il m'expliquait effectivement ce matin. D'accord. Et alors, l'expertise est faite. Vous le mettez à l'eau. C'est quoi les étapes suivantes? Vous partez tout de suite ou vous attendez ou... Alors on voulait, en fait, l'objectif initial, c'était une fois que le refit était fait, c'était de pouvoir le tester en med pendant 1 mois, 2 mois, le temps qu'il fallait pour que... En fait, c'était de l'avoir à Pâques. On voulait partir les 2 semaines de Pâques. Voilà. Déjà avec nos enfants aussi, pour les mettre aussi un peu dans le bain. sur l'eau, quoi. Et puis revenir, puis voilà, forcément il y aurait eu des choses à faire et puis revenir après, définitivement le 1er juillet pour pouvoir partir, quoi. Et en fait, c'était pas fait du tout comme ça. Donc on est arrivé fin juin et en fait le bateau était toujours pas prêt. Donc on a attendu jusqu'à mi-août pour pouvoir habiter dessus. Mais il n'était pas fini. Il n'était pas fini et on a pu partir fin septembre. Sans avoir navigué du tout avec. Et en fait, on a été un peu compressés parce qu'il y avait le Covid d'un côté et puis il y avait aussi la météo qui commençait à se refroidir. Enfin voilà, on rentrait on était dans l'automne, on rentrait après dans l'hiver, on voulait transater. Donc en fait, on a été bien un peu pris par le temps et puis en fait voilà ce qui devait arriver arriva puisque forcément on n'avait pas testé le bateau, donc il y avait plein de trucs qui allaient pas, donc on est revenu au chantier et là on a repassé 3 semaines à réparer tout ce qu'il y avait à faire, refaire tout ce qu'il y avait à refaire. Et on est finalement parti définitivement le fin octobre. Fin octobre, d'accord. Donc c'était très tard, donc là on a couru un peu pour aller à Gibraltar. Ouais, et puis les fenêtres météo, elles sont pas bonnes, quoi. Pas super. Mais alors, vous aviez prévu donc fin juin vous descendez, c'est-à-dire vous avez démissionné de vos postes respectifs. Voilà, on a tout quitté, ouais. Ouais, on a tout quitté, on a tout vendu ce qu'on avait, voiture, vélo, tout. Enfin, tout ce qu'on a vendu, on a pu le vendre. Tout ce qu'on n'a pas pu vendre, on l'a donné. Et tout ce qu'on a, c'est sur le bateau aujourd'hui, quoi. On a rien d'autre. Ok. Donc vous avez attendu quelques mois avant de pouvoir vivre dessus. Vous étiez dans le sud. Ouais, c'est ça. On a fait du camping en attendant. On a déménagé dans le camping. Ouais. D'accord. Et donc, vous aviez, vous, là, clairement un objectif qui était de faire la transatlantique avant une certaine date, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, on voulait profiter de descendre tranquillement jusqu'à Gibraltar déjà pour pas speeder les enfants, pour les amariner qui apprendre le bateau, ouais. Voilà, la condition de vie à bord d'un voilier, quoi. Et finalement, on a couru un petit peu après le temps. Du coup, voilà, c'était pas l'approche qu'on voulait avoir avec nos enfants sur ces premiers mois. Et j'essaie de comprendre cette histoire de temps, parce que dans les interviews que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, tous ceux qui sont dans un tour du monde, en fait, le temps, c'est pas vraiment le temps qui les guide, c'est plutôt justement la météo, les conditions, etc. Donc oui, mais justement les conditions météo en Méditerranée, octobre, novembre, décembre, c'est pas l'idéal pour naviguer en Méditerranée, quoi. D'accord.
Donc c'est effectivement la météo qui nous a conditionnés à aller vite et à descendre le plus rapidement possible vers Gibraltar. Puis après, le bateau était pas fait pour avoir du froid. Enfin, on commençait à avoir vraiment froid. Enfin, on n'a pas du tout abrité pour la pluie. Enfin, c'est. Ouais, on a un bateau pour le chaud, on a un bateau pour le froid. Ouais. Ok. Et après, on voulait pas traverser trop tard non plus. On voulait pas transater trop tard, parce qu'après, t'as la période des cyclones, donc enfin, il y a quand même. Mais c'est sûr qu'on partait pas n'importe quand. Hein, on vérifiait la météo, mais disons qu'on a pris moins de temps pour descendre jusqu'à Gibraltar. On faisait une nuit par endroit. Il y a un endroit où on a attendu que ça passe, on est resté un peu plus longtemps. Mais du coup, c'est speed pour les enfants de changer toutes les nuits de mouillage, de naviguer tous les jours. Enfin, c'est vraiment pas. C'est pas l'idéal. Mais bon, au final, on l'a fait. Puis... Et du coup, vous avez traversé quelle période fin d'année, début d'année? On est descendu aux Canaries, après Cap-Vert, et puis depuis le Cap-Vert, on est parti 27 janvier, on est parti. D'accord. Oui, donc c'est un peu tout le monde part plutôt en ce moment là. Il y a 10 ans, nous on était partis début décembre pour transater. Tu peux commencer à transater début décembre, donc on était déjà un peu tard sur la saison, parce que à partir du mois de juin, il y a la période cyclonique, donc. Ça te laisse pas beaucoup de temps, puis en plus t'as le Covid, donc t'avances déjà beaucoup moins vite. Donc c'est. Ouais, donc vous avez pu gérer ça. Ça a été le Covid, ça n'a pas été un point trop bloquant. Vous n'avez pas été, vous n'êtes pas retrouvé bloqué dans un port non, ça a été un peu stressant parce que justement ça refermait un peu partout, donc ça nous rattrapait entre guillemets. Mais on n'a jamais été bloqué nulle part. Je crois 2 semaines après qu'on soit parti de France, ça reconfinait, donc voilà, on avait quand même une. Ouais, heureusement qu'on est parti fin octobre, sinon on serait resté confiné pendant quelques temps. D'accord. Et donc le Cap-Vert, Gibraltar, Canaries, Cap-Vert. Bah pareil, après les fenêtres Canaries, ça reste l'hiver. Les fenêtres pour descendre sur le Cap-Vert ou pour partir, c'est pareil, elles sont moins fréquentes. Donc ça, on savait. Mais. Et donc les enfants, face à un départ qu'on va peut-être qualifier quand même d'assez précipité, parce que c'est vrai que ça semble rapide. Ça s'est bien passé. Ils ont bien gérer ça, ils ont apprécié. Voilà. Je pense qu'on avait eu un contre-coup après quand on s'est posé vers Gibraltar. On avait eu un contre-coup. En plus, vu nos particularités, les imprévus, c'est pas notre fort. Donc on a été servis quoi. C'était une belle leçon de vie. Ils sont là, hein, ils naviguent encore, ils sont pas dégoûtés, donc. On sait que ça a été, mais. Ouais, mais c'est vrai que comme on a été un peu rapide, on n'a pas fait de la marinage qu'on voulait, on n'a pas pris le temps qu'on aurait voulu prendre, et du coup c'est aussi ce qui nous a décidé à ne pas faire la transat avec les enfants, parce qu'on l'a pas fait avec les enfants, donc Eliane et les enfants ont transaté par les airs, et moi j'ai transaté avec mon beau-père et puis un ami. Ah oui, j'avais vu effectivement sur les réseaux. Donc, parce qu'on pensait que c'était un peu tôt, et puis vu les navigations aussi qu'on avait fait, la plus longue c'était 7 jours, c'était déjà un petit peu compliqué. Donc, on s'est dit, on n'était pas encore prêt à faire de longues navigations avec les enfants. Puis moi, je m'étais fait un petit peu peur en Med, en fait. Quand on est parti, parce que donc il y a eu 2 départs, donc la première fois, et du coup j'aurais pas pu transater. Et donc maintenant ça s'est bien mélangé, puisqu'on a beaucoup navigué maintenant dans les Caraïbes, et maintenant on se sent prêt pour faire la Transpac avec les enfants. Donc là c'est la question que j'allais poser. Ça sera avec les enfants. Oui, ça sera tous les 4. On est tous les 4 et on fait la Transpac tous les 4. Ouais. Alors pour toi c'est pas le challenge de ta vie? Si, par rapport à la transat, par rapport à la mini transat. De quoi? Ça va être plus dur ou moins dur? Ça va être différent. Moi, c'est le challenge de ma vie, je crois. Alors, ce qui est différent, ce qui est compliqué c'est avec les enfants, en fait, parce que c'est vrai que
quand on est juste les deux ou en solo, ou voilà, bah c'est facile, on se gère tout seul et puis à deux, bah voilà, on se repose la journée. Alors que là, avec les enfants, bah faut les gérer la journée, quoi. Ils dorment la nuit, puis le matin, ils sont frais et dispo, quoi. Et alors que nous, on est crevés. Donc ça c'est le challenge de gérer les enfants la journée après une nuit de quart. Et notre fils, voilà, il a pas mal de frustration parce que quand ça commence à bouger un peu, il peut pas faire ses occupations qui le passionnent, et ça crée des frustrations. Les vagues, ça fait quand même, voilà, on a prévu différentes choses pour que ça aille le mieux possible, mais c'est vrai que il peut y avoir des petites difficultés supplémentaires et voilà. C'est pour ça que puis voilà, c'est 30 jours, c'est 30 jours. Ouais, donc c'est 30 jours là, oui. C'est ça que j'allais poser. On table sur 30 jours. On espère faire moins. D'accord. Et du coup, le Pacifique par rapport à l'Atlantique, là aussi, parce que vous êtes les premiers que j'interroge qui vont faire du Pacifique. Vous avez une idée de comparé à l'Atlantique, ça va être très différent, ça va être ça devrait vents, pas. Oui, alors le départ va être un peu différent parce qu'il faut aller chercher les alizés de sud-est, donc. Tu vas pas en ligne droite. Ouais, tu suis pas l'orthodromie, tu vas chercher les alizés, donc tu descends vers les Galapagos et puis a priori on va descendre au sud des Galapagos pour aller chercher les alizés. Donc au départ le vent il est pas top quoi. C'est pas la grande houle et puis le vent portant. Donc voilà, une fois qu'on aura touché les alizés du sud-est, en théorie on devrait avoir du vent portant et la houle qui nous pousse avec le courant qui nous pousse. Donc ça devrait être bien. Après on est un peu plus tôt dans la saison quand même. Souvent on dit que mars-avril. Ouais, mars-avril. Nous on pense partir vers mi-février, donc on est un petit peu tôt. Les alizés, mais il y a déjà des bateaux qui sont partis. Ouais. On a suivi là, donc ça fait bien a priori. Donc, le vent peut être un peu moins puissant. Ouais, et puis un peu moins fort aussi. D'accord. Et vous allez, tu parlais des Galapagos, donc c'est des îles, donc vous allez rester ou vous allez juste. Alors non, c'est un peu compliqué d'aller aux Galapagos. On a dit oui, après on a dit non. Ouais, et le coût est assez exorbitant, donc. D'accord. C'est une réserve marine, donc en fait ta coque déjà, faut qu'elle soit nickel, faut pas qu'il y ait de coquillages, faut pas qu'il y ait d'algues. Et c'est vrai que la nôtre elle est un peu sale. On n'a pas sorti le bateau de l'eau pour ça, donc. Ouais, il y en a beaucoup qui sortent le bateau de l'eau ici, là, à Panama, pour refaire l'anti-fouling et puis être vraiment nickel pour aller aux Galapagos. Puis je crois qu'on a besoin de pas avoir d'imprévu, parce que si pour arriver là-bas, que tu dois repartir 40 000 au large pour renettoyer ta coque, pour revenir, payer en plus. Et pas être sûr d'être accepté, voilà. Donc voilà. Je pense qu'on préfère de pas avoir d'imprévu pour notre petite famille. On part, on est 30 jours. On arrive et voilà, on part dans cette idée-là. Ouais. Très bien. Du coup, qu'est-ce que vous utilisez vous comme météo pour préparer vos navigations? Alors, on télécharge les fichiers Grib, donc soit quand on a un réseau ici sur Windy, soit sur PredictWind. D'accord. Et ça, c'est quand on est à la 4G et quand on est en mer, on utilise l'Iridium Go, avec pareil avec PredictWind. Tu avais pris quoi la Transat, c'était autre chose? Non, c'était pas avec PredictWind, mais c'était l'Iridium Go aussi. Ouais. D'accord. Et ça va l'Iridium Go, parce que moi j'ai eu l'expérience. Non, c'est pas top. Nous, il y a 10 ans, on avait l'Iridium normal et classique, ça n'existait pas, Iridium Go, et on voit pas vraiment d'amélioration avec l'Iridium Go en fait. C'est pas plus rapide, c'est aussi lent et c'est même parfois. Des fois, on n'arrivait pas à appeler. On n'arrivait pas à appeler, on n'arrivait pas à télécharger. Ouais. Je trouve beaucoup moins performant que l'Iridium classique, quoi. Ouais, ok. Donc on a la même. Les mêmes échos. Ouais, c'est surprenant, mais. Ça va. Bah oui, effectivement, c'est plutôt surprenant. Mais d'accord. Bon, c'est bien, c'est indispensable quand même, quoi. On est bien content de l'avoir, quoi. Ouais. Et moi, je m'interroge, et je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'en ont parlé aussi, des marins que j'ai pu interroger. C'est le Elon Musk, là, il a créé son Internet par satellite, la Starlink. Je sais pas si vous en avez entendu parler, si vous avez une idée de. Erreur, je crois que c'est pas encore actif, puisqu'il est en train de déployer, mais c'est pas encore là. Alors, c'est actif dans certains endroits.
C'est-à-dire que on peut acheter le modem, etc. Par contre, visiblement, ça reste en mode encore statique, c'est-à-dire qu'il supporte pas les changements de déréalisation, etc. Mais ça devrait venir a priori. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que ça pourrait vraiment être un game changer, comme on dit en anglais, pour les voyageurs. En plus, bah voilà, c'est un monopole, Iridium. Et du coup, c'est hyper cher. C'est hyper cher, ce qui est normal, mais ça reste. Je voulais qu'on parle du canal de Panama. Comment ça s'est passé cette histoire-là? Super bien. Très bien, ouais. C'était une belle expérience. Ça se passe comment? Est-ce qu'il faut s'enregistrer? J'imagine qu'il faut s'enregistrer, qu'il faut passer des écluses, qu'il faut combien de temps ça dure? Alors nous, on a pris un agent pour faire toutes les formalités et organiser le passage du canal. Donc c'est $400 en plus l'agent. Le coût du canal, c'est $2000, auquel on ajoute le prix du personnel il faut avoir 4 personnes qui aident pour les amarres. Et donc soit ça peut être des amis ou alors des professionnels, et là c'est $100 par personne. Voilà, donc c'est quand même un coût assez important. Il faut pas faire un aller-retour. Ouais, faut pas faire un aller-retour. Faut être sûr de traverser et continuer après. Ok. Et l'agent, voilà, en tout cas celui avec qui on est passé, ça s'est très très bien passé. Il fait vraiment tout de A à Z, toute l'organisation. Il est très réactif et ça se passe très bien. Alors après, il y a des petits changements de programme qui peuvent intervenir. Nous, on a fait un changement parce que la météo était pas super. La date qu'on avait choisie, donc on a décalé dans le temps, et puis après lui il a eu un décalage, c'est pas de son fait, c'est les autorités du canal des fois qui décalent, ça arrive assez fréquemment, semble-t-il. Semble-t-il. Parce qu'il faut aussi un pilote à bord, donc quelqu'un qui donne les instructions au skipper, au capitaine, et qui est obligatoire. Donc vous aviez un pilote à bord alors? Ouais, un pilote à bord. Mais il fait rien, il touche pas du tout la barre. Il touche pas du tout la barre. C'est voilà, il donne les instructions, il dit ralentir, accélérer, tribord, bâbord. Et puis il donne les instructions aussi au personnel qui s'occupe des amarres. D'accord. Donc, et il est en contact par VHF avec les autorités du port. Ok. Et ça prend combien de temps? Alors aujourd'hui, ça se fait sur 2 jours. Ou un jour, parce que là il y a un bateau qui est passé sur. Ou un jour. La majorité quand même c'est sur 2 jours, mais il y en a qui font sur un jour. Départ vers 15, 16-17 heures. Ouais, 16-17 heures. Donc il y a il y a une marina, Shelter Bay, où en général il y a beaucoup de personnes qui vont à la marina au moins pour une nuit, parce que tu dois avitailler. Pour faire un avitaillement, t'es obligé d'aller à Colón. Et si t'es au mouillage, en fait, un mouillage qui peut être assez agité par vent, en fait, parce que c'est vraiment ouvert, et c'est fermé, mais avec la mer du vent, ça lève rend de la mer. Inconfortable. Et après, donc si t'es au mouillage, chaque fois que tu mets ton annexe à la marina, c'est le seul endroit, tu dois payer, etc. Donc ça vaut mieux la peine d'aller à la marina. Et donc tu pars de là vers 16-17 heures. Donc du mouillage, et puis après donc tu vas vers tout au moteur, tu vas vers les premières écluses. Donc il y a 3 premières écluses à passer. Tu peux être seul, tu peux être soit à côté d'un pilote, soit avec un autre voilier ou 2 autres voiliers. Donc à couple. Là en l'occurrence on était 3 bateaux, donc on se met bout au vent avant l'écluse, on s'amarre les 3 bateaux ensemble, et après donc on tourne, on pivote et on arrive dans la première écluse. D'accord. Ouais, c'est une sacrée expérience. Et après, il y a des personnes à terre. Il y a des paquebots là qui passent en même temps, ou comment ça se passe? Si, il y a toujours nous on avait des cargos, on a un cargo avec nous à chaque fois. Quand t'as les écluses qui montent, en fait, t'as d'abord le cargo. Si t'es avec un cargo, et après toi tu te mets derrière. Et pour les écluses qui descendent vers le Pacifique, c'est l'inverse. Tu es d'abord, les voiliers sont d'abord, et après t'as les cargos derrière toi. Et en fait, donc, t'as des messagers. Quand t'arrives dans l'écluse, t'as des personnes sur Terre qui t'envoient un messager. Donc, une ligne avec une grosse balle. Donc, pour ceux qui nous écoutent, protégez bien, les hublots, les panneaux solaires. C'est assez dur, hein. Donc, panneaux solaires, hublots, protégez-les. Et après, donc, t'amarres ce messager à la mare, et puis, après, ils te reprennent ton amarre comme ça. Voilà. Et après, le personnel des liners, là, il s'occupe de relâcher ou de retendre les amarres sur les taquets du bateau, quoi. En fonction si ça monte ou ça descend.
Et donc on est arrivé, après on dort sur le lac Gatun, donc c'est le lac qui est en plein milieu de Panama. Et on est arrivé vers quoi, 21h? Ouais, la nuit, il faisait nuit noire, 21h. Le lendemain ou le même jour? Le même jour. Non, le même jour. 21h. Tu dors sur le lac. Tu dors sur le lac. Donc il y a des grosses bouées énormes d'amarrage au-dessus d'Amar. Et puis le lendemain matin, entre 6 et 9h. 6 et 9h, le pilote vient. Donc soit le même, soit un autre. C'est pas forcément le même. Et là, tu pars, et donc tu as toute la traversée du lac Gatun, qui est assez longue, parce qu'il y a 28 000 au moteur. Ouais, c'est long. D'accord. Et après, tu arrives sur les dernières écluses, donc qui te descendent vers le Pacifique. Tu as une première écluse, puis après, tu arrives sur les 2 autres écluses de Miraflores. Ouais. Et là, donc, on est arrivé, il devait être 17 heures au mouillage. Ouais, c'est une bonne... Ouais, c'est assez long, et... Si tu fais en un jour, tu pars, je crois, à 3h, 4h du mat. Et puis tu arrives à 18h le soir, à peu près. Hein. Après, ça dépend de l'alcool. Quelle expérience. Donc c'était une belle expérience. Puis un partage aussi avec les personnes, parce que nous on avait deux headliners qui nous ont deux Panaméens, et puis le pilote. Donc c'est aussi des échanges avec ces personnes-là sur leur métier, et c'est assez intéressant d'échanger avec eux. Tu leur fais aussi, donc tu dois prévoir un petit déjeuner, un repas de midi, un repas de soir, des bouteilles d'eau fermées, et voilà, c'est aussi rigolo parce que tu partages sur la nourriture, c'est plein de choses. Quoi. Et puis donc les liners dorment à bord, mais pas le pilote lui qui descend. D'accord. Waouh. Et comment les enfants ont vécu cette aventure? Ils ont aimé? Il y a eu pas mal d'agitation. Pas mal d'agitation, et puis un petit Naël a été un peu déçu en arrivant, parce que en fait nous on était très excités, on avait beaucoup d'émotions. On est dans le Pacifique. Dans le Pacifique, et puis en fait ça change rien, quoi. Il y a rien qui change, quoi. Ça reste un mouillage avec, voilà, et en fait ils s'attendaient à quelque chose d'autre, que ça change, quoi. Ouais, c'est ça. Et là on n'a pas anticipé ça, et c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais d'accord. Ouais, j'imagine. Mais ça devait quand même être terrible. Ouais, non, c'est une super expérience. Franchement, c'est magnifique. Waouh. Et alors pour les tours de mondistes comme vous, comment vous faites par rapport à l'école, par rapport aux finances, au courrier, à toute la papasserie? Est-ce que vous passez par les centres de sécurité sociale, ou comment ça se passe pour vous? Alors, on n'est pas résident français, donc on peut pas expliquer comment ça se passe en France. C'est différent dans chaque pays, donc on ne rentrera pas trop dans le détail sur tout ça. D'accord. Après, au niveau administratif, on a l'assurance du bateau. Voilà. On a des assurances maladie obligatoires, et puis ensuite, pour tout ce qui est courrier administratif et autres, on a nos parents, les parents d'Eliane, qui sont sur place et qui d'accord, et qui gèrent le tout pour nous, quoi. Donc, et puis après on communique avec eux WhatsApp, par mail, etc. Et l'école des enfants, alors, du coup? L'école des enfants, donc on fait l'école de la vie. Non, on fait les cours, l'instruction en famille. Donc on fait principalement maths français, avec des cahiers que l'on a. Et puis pour le reste, en fait, ça dépend des pays dans lesquels on va, et on fait en fonction la géographie, l'histoire, la géologie, etc. La géographie, on le fait en fonction de l'endroit où on est, quoi. C'est pour ça que je dis l'école de la vie, puisque finalement c'est en fonction du voyage que l'on fait tout cela, quoi. Et puis les différences de culture, les différences, les religions, etc. Donc on fait en fonction aussi des pays dans lesquels on va, donc en fonction du contexte dans lequel on est. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait donc maths français, c'est un peu plus formel, et on fait tous les matins, à peu près tous les jours, 1 heure. Du lundi au dimanche, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de vacances scolaires, juillet, août, on travaille, et on fait tout le temps, sauf quand on va en visite, ou qu'on est en navigation, là on fait pas l'école, et puis après si on va visiter, on le fait dans la journée, on fait des choses, comme je l'ai dit, sur la géographie, sur l'histoire et autres. Sinon on fait comme ça. Et donc là, bientôt 1 mois de vacances pour les enfants.
Alors non, on va essayer en fonction de l'état de la mer et de notre état de fatigue. Du coup, on va essayer de faire. De toute façon, il y a de la lecture. De toute façon, c'est hyper important qu'ils lisent tous les jours. Voilà, ils lisent tous les jours. Et puis ça occupera un peu. Voilà, s'ils ont pas juillet et août, ils peuvent quand même peut-être avoir un petit mois, ils ont le droit. Non. Par exemple, Santa Marta, on est parti quand même 10 jours dans les terres. Alors on a pris des petits livres juste pour de la lecture, mais voilà, ils ont eu 10 jours de vacances. Canal de Panama, avec la préparation pendant 4 jours, ils n'ont pas fait l'école. Enfin, tu vois, c'est un peu. Oui, bien sûr. Voilà, on adapte en fonction du contexte. Donc c'est quoi votre port d'arrivée là, ou votre mouillage d'arrivée après votre navigation? Donc là, on va aux Marquises, donc en Polynésie française. Et puis c'est laquelle on l'a oublié. Le Cuiva. Le Cuiva. Ouais, je crois. Il y en a une là avec le Covid. Il y en a qu'une où on peut atterrir. Et puis voilà, puis on va rester un moment en Polynésie française. On sait pas encore, on n'a pas de plan. On verra. Et donc vous allez revenir en France, entre guillemets du coup, et ça veut dire quoi? Vous allez quand même rester sur le bateau, vous n'allez pas les mettre dans le système scolaire. Enfin, j'imagine ça dépend du temps que vous comptez rester là-bas, mais. Oui, alors peut-être qu'on sait pas encore. Comme on n'est pas résident français, on ne sait pas si on peut les mettre à l'école. Oui, c'est ce que vous disiez. Ok. Mais oui, ce serait une belle. En tout cas, ça pourrait être bien et ressourçant pour nous et puis pour les enfants de voir plein d'autres enfants en fait. Ouais. Donc pourquoi pas les mettre un petit moment effectivement dans une école pour eux, pour nous, pour la différence, pour qu'ils voient comment c'est dans un pays autre. On envisageait plus de le faire dans un pays anglophone. Pour aussi avoir, parce qu'on fait aussi de l'anglais et on essaie de le faire tous les jours, en tout cas on essaye, parce qu'un des objectifs c'est qu'ils apprennent au moins une langue étrangère et pourquoi pas dans une île anglophone. D'accord. Alors Polynésie, donc j'imagine profiter un peu parce que ça doit être quand même assez sympa aussi là-bas. Il y a 5 archipels, il y a un nombre d'îles phénoménal, c'est assez vaste, donc non, il y a de quoi faire. On va rester, je sais pas, peut-être une année, peut-être plus, on sait pas. Voilà. Ok, donc c'était ma question. Plutôt autour d'une année pour découvrir. Voilà, autour d'une année. Après, si on se sent bien, on restera plus. Si on a envie de continuer, on continuera. Et puis on ira vers l'ouest. Et puis on verra jusqu'où on va. On sait pas encore. Au total, on s'est donné 5 ans de voyage. On a un budget, en tout cas, qui nous permet de vivre et de ne pas travailler, donc avec nos économies pendant 5 ans. Et puis, au bout de 5 ans, il faudra qu'on vende le bateau, qu'on travaille et que voilà. Et qu'on rembourse un peu les parents. Et qu'on rembourse nos parents, parce qu'ils nous ont aidés pour financer l'achat du bateau. Et donc 1 an en Polynésie et après donc vous savez pas encore. Certainement qu'on va descendre sur la Nouvelle-Calédonie, Australie, Nouvelle-Zélande. Voilà. On sait pas si on poursuivra après parce que l'Indien il est quand même assez difficile comme océan. Et on verra, on sait pas. On se laisse ouvert à tout. On va déjà voir la Transpac comment ça se passe. Déjà chaque chose en son temps. Déjà une navigation. Le Cap Horn peut-être, non? Pour remonter. Non. Ok. Waouh, super. Disons que c'est enfin, d'un point de vue comme ça extérieur, ça fait rêver de se dire. Déjà, vous avez fait la traversée de l'Atlantique, maintenant le Pacifique. Vous allez dans des endroits qui font vraiment rêver, tout le monde, que ce soit les Antilles, maintenant la Nouvelle-Calédonie, c'est waouh. Super. Alors, mes questions rituelles de fin d'interview, c'est les expériences, donc celles que vous avez préférées et pourquoi, et puis celles que vous avez le moins aimées et pourquoi. Le moins aimé, je commence par le négatif, comme ça on finit par le positif. Ouais. Non, moi, le plus dur dans le voyage, c'était, je pense, qu'on s'est pris là 55 nœuds de vent au départ et avec un bateau qu'on connaissait pas et voilà, on savait que la Med était pas top et elle n'est toujours pas top pour nous. Et voilà, c'est un truc qui a quand même mis un peu, qui a modifié notre voyage parce que
on s'est aussi rendu compte de plein de choses qui allaient être difficiles pour pouvoir naviguer, pour pouvoir faire une transat. Et voilà, c'était hyper dur de laisser Patrice partir tout seul avec des équipiers, mais voilà, de le laisser partir. C'est un voyage qu'on voulait faire les 4. Et voilà, ça c'était vraiment le moment plus dur. Dans la vidéo que vous avez postée, on voit ton émotion, parce que j'ai regardé la vidéo. On voit ton émotion à l'arrivée de Patrice. Ah oui. J'ai filmé, j'ai dit, fallait partager quand même. C'était hyper fort, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Et c'est vrai que le fait de partir avec des enfants, ça change la donne. Après, on a plein de facteurs autres, quoi. On évolue dans la vie, on change, on se connaît mieux. Enfin, il y a d'autres peurs qui viennent. Il y a tout un. Il y a plein de choses en fait qu'on n'avait pas pris en compte et qui sont ressorties à ce moment-là et voilà, c'était un peu compliqué. D'accord. Moi, le moment le moins plaisant, le plus dur, c'était quand justement la décision de ne pas faire la transat avec Yann et les enfants, quoi. Ça remettait presque un peu en cause le voyage et finalement, je savais pas si on allait poursuivre ensuite dans les Caraïbes ou vendre le bateau là-bas ou voilà. Donc ça a été un peu difficile, quoi. Cette décision. Et voilà. Puis après un des moments les plus plaisants, c'est ce qui va venir. C'est tout ce qui va venir. En fait, c'est tout ce qu'on connaît pas. Tout ce qu'on connaît pas, justement, tout ce qu'on va découvrir, c'est ça qui va être beau et qui va être plaisant, quoi. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de pays en fait par où on est passé qu'on connaissait pas. Enfin, qu'on connaissait justement. Et j'ai l'impression qu'on savoure le plus les pays qu'on connaît pas. Ouais. Donc Colombie, c'était extraordinaire. Enfin, le passage du canal de Panama, c'est juste un moment hyper intense. Donc oui, je pense que c'est les moments. Tout ce qu'on découvre, toutes les découvertes. Et puis on n'a pas les Grenadines, on connaissait, par exemple. Et du coup, on découvre pas ça avec nos enfants. On a déjà découvert ça, et nos enfants pas encore, mais du coup là c'est pas des choses qu'on fait tous les 4 en même temps. Donc je pense découvrir ensemble les 4. Les plus belles choses, c'est les endroits où on était pour la première fois tous les 4 aux endroits. D'accord. Wow. Alors moi j'avais une question qui est là aussi rituelle, c'est l'aventure est-elle celle rêvée, va-t-elle continuer ou changer de cap? Bon, vous y avez répondu lors de l'interview. Non, mais on arrête. Non, c'est une aventure on change de cap tous les jours, hein, puisque quand on navigue, on change de cap. Oui. Bon, voilà, c'est quand même la Polynésie quand même qui est là. Ça va au-delà de nos espérances. C'est clair que ce voyage, il est. Alors c'est pas toujours facile, hein. On le dit, on essaie de le redire, parce que c'est franchement difficile. Après, nous, je pense qu'on était arrivé à un stade tellement critique à terre que en fait, on l'a pas encore atteint en mer, donc sur l'eau. Donc c'est que positif pour le moment. Ouais. Oui, c'est quelque chose qui m'avait frappé d'ailleurs quand je vous suis un peu sur vos réseaux sociaux, je vois vous faites transparaître cette difficulté. Et vous le cachez pas, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est important, je pense, de pas donner faux espoirs aux gens en disant que c'est pas des vacances tout le temps. Il y a des moments difficiles, etc. Donc c'est un peu le message que. Ouais, si tu penses fuir en fait les problèmes, ton quotidien, les problèmes, non, tu les fuis pas en fait. Non, ils reviennent forcément. À un moment donné, ça revient. Super. Du coup, quel conseil à faire et à ne pas faire vous donneriez à ceux qui partiraient dans un projet comme ça? Nous, on n'est pas trop conseil. Ouais, on n'aime pas donner des conseils. Voilà, après, c'est notre expérience et notre vécu, mais. C'est plutôt ce qu'on ferait ou ce qu'on ferait pas. Mais par exemple, cette histoire il y a toujours des imprévus, en fait, dans la préparation d'un voyage. Donc, on prendrait le bateau une année avant. On le prendrait il faut. C'est ce qu'on avait envisagé de faire, de naviguer avant de partir et qu'on n'a pas pu faire pour les raisons qu'on a expliquées avant, mais c'est vraiment le faire, quoi, parce que forcément faut éprouver un bateau avant de partir. Il se passe forcément des choses, même s'ils sont pas soucis après, parce que c'est en naviguant qu'on découvre.
Puis voilà, puis les pièces d'usure, ça s'use, un bateau, faut l'entretenir. Enfin voilà. Mais c'est vrai qu'on il faut naviguer avec son bateau avant de partir pour le connaître et bien le connaître. Et c'est vrai quand tu prépares un voyage comme ça, il y a toujours des choses à faire. Ta liste, elle est éternelle, surtout, sur un voilier, t'as toujours des petites préparations, toujours des trucs. Je pense que le plus important, c'est de partir dans la sécurité, mais c'est de partir. Ouais. Sinon, tu pars. Il y a toujours des choses à jamais, faire. quoi. Il y a toujours à faire. Il va toujours y avoir des raisons. La liste, la to-do list, elle se finit jamais, en fait. On peut en rajouter tous les jours. Donc, à un moment donné, il faut y aller. Si la sécurité est là, il faut y aller, quoi. Et il y aura de toute façon d'autres choses à faire. Il y aura toujours des choses à faire. Ça vaut vraiment la peine, quoi. C'est tellement d'émotions de vivre un voyage comme celui-là, moi je dis toujours, c'est un tourbillon d'émotions et ça t'enrichit tellement intérieurement. Voilà, il y a tellement on a tellement de façons de pouvoir prendre de la hauteur pour pouvoir regarder encore plus loin, ouvrir notre horizon, et c'est magique. Je pense que c'est hyper intéressant de pouvoir évoluer et apprendre en fait tous les jours. Alors il y en a qui retrouvent ça dans le travail ou ailleurs, mais voilà, nous c'est vraiment c'est à nous, ça nous correspond, c'est le voyage. Dans le voyage et l'aventure. Ouais. Wow. Bon. Je trouve que c'est une belle conclusion. Je sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose ou. Peut-être juste par rapport à notre spécificité, juste dire que n'ayez pas peur des personnes autistes. Oui, elles ont un fonctionnement différent. Après, on peut aussi. Moi, je vois ça un petit peu. On est comme dans une ronde en fait, et c'est pas aux personnes autistes d'aller voir de l'autre côté, d'aller au contact de l'autre. C'est, je crois, à chacun de se retrouver au centre en fait, et voilà, il faut aller vers les uns vers les autres, et je pense que voilà, le handicap et les différences, il faut pas en avoir peur, et elles sont hyper enrichissantes, et c'est ce qui fait en fait la richesse et la beauté de notre monde. Beau message. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir invités dans ton podcast. On est toujours super heureux de pouvoir partager, et puis c'est des beaux moments. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com, voixlies2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.